Bonjour tout le monde. Je vous remercie tout d'abord de ces 2 jours de travail assidu qui me permet d'avoir beaucoup appris auprès de vous. Et juste avant de venir à cette conférence, je me demandais de quoi je pourrais parler à ce sujet vif de l'actualité qu'on a déjà beaucoup discuté. Et je me suis finalement décidée de parler un peu de Confucius et du confucianisme. Puisqu'on a un institut Confucius ici, dans ce joli campus de l'université de la Polynésie française. Et d'ailleurs, j'aimerais bien partager avec vous quelques de mes réflexions sur le rapport du confucianisme, qui est en fait une condensation de la culture traditionnelle chinoise, et le principe de l'initiative, la ceinture et la route. Confucius, comme vous le savez, homme vécu au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, est accédé au statut de sage dans le cœur des Chinois pendant déjà plus de 2000 ans. Ses enseignements, rassemblés dans des ouvrages écrits par ses disciples, puis débattus dans divers livres par ses héritiers spirituels, contiennent en général les 4 livres et les 5 classiques sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et parmi tous ces ouvrages classiques, le plus connu est les entretiens entre Confucius et ses disciples. On pourrait dire que sa portée en Asie orientale est comparable à celle de la Bible dans l'Europe chrétienne. En effet, ils sont beaucoup cités et appréciés par les grands philosophes français du XVIIe et du XVIIIe siècle comme Montesquieu, Voltaire, François Quesnay, etc., et qui ont exercé une grande influence sur le mouvement des Lumières de la France. Donc, les livres classiques confucéens faisaient alors l'objet d'apprentissage exclusif des jeunes Chinois à l'époque ancienne, tout en étant un standard de sélection de fonctionnaires impérieux pendant des siècles et des siècles, jusqu'à la dernière dynastie impériale des Qing. L'enseignement central du confucianisme réside dans l'importance donnée au plan moral. L'humanité, la justice, les rites et la sagesse, la confiance, etc. Cependant, il arrive 2 fois de contestation pour cet héritage millénaire dans l'histoire chinoise, à cause de son aspect conservateur. L'un, c'est le rejet total pendant le mouvement du 4 mai 1919 par les étudiants chinois à l'époque qui veulent sortir leur pays de son arriération. Et l'autre, c'est la destruction grave pendant les années 60 et 70 du XXe siècle par les cartes rouges chinois qui le considèrent comme une des 4 vieilleries qui empêchent la grande révolution culturelle. Malgré ces 2 fois de contestation, une nouvelle fièvre Confucius s'est emparée de la population chinoise dès le début de notre siècle. On doit ce retour du confucianisme à la vie quotidienne des Chinois, au changement voltigeant de la société où ils vivent et de la situation générale du monde entier. Le développement extrêmement rapide sur le plan économique entraîne en même temps une société devenue trop matérialiste. Dans un contexte social marqué par la mondialisation, l'utilitarisme et le matérialisme, les jeunes et les adolescents perdent rapidement leur identité culturelle de Chinois. Oui, donc, conscient des errements des esprits et
du néant spirituel, les intellectuels chinois se retournent vers leurs ressources nationales et appellent à une reculturation pour faire renaître une âme chinoise. Donc, en effet, tout au long du processus de la construction du socialisme acartestique chinoise, les dirigeants chinois de toutes les générations n'ont jamais cessé de s'inspirer de l'héritage confucéen pour établir une société de stabilité et de prospérité. M. Deng Xiaoping, père de la réforme et de l'ouverture du pays, évoquait une société de petite prospérité, une expression tirée du traité des rites, l'un des canons du confucianisme parmi les 5 ouvrages classiques. M. Deng utilise le concept de société de petite prospérité en chinois qu'on prononce comme Xiaokang Shehui pour définir un objectif de développement national. Cette société de petite prospérité où la pauvreté serait éradiquée n'est pas une illusion lointaine, mais un projet bientôt réalisé en 2020 d'après les informations officielles du gouvernement chinois. Quant au président Hu Jintao, de son côté, il avait mis à l'honneur la société harmonieuse, un concept aussi fortement lié au confucianisme. La quête de l'harmonie étant un pilier de la pensée de Confucius, contribue considérablement à l'établissement d'un ordre social paisible dans le pays pour assurer un développement constant et durable de l'économie chinoise. Aujourd'hui, le président Xi Jinping parle de la renaissance de la nation chinoise. Celle-ci est aussi étroitement liée à la pensée confucéenne. D'une part, le renouveau confucéen constitue une solide plateforme culturelle et idéologique pour le développement de la Chine, à la fois interne du pays et externe dans la communauté internationale. D'autre part, la réémergence de la nation elle-même rend au peuple chinois une nouvelle conscience de soi, une forte confiance en sa propre culture pour conférer un surplus de vitalité de l'esprit national. Certains intellectuels, soit chinois, soit occidentaux, pensent même que cette culture traditionnelle chinoise permet encore de résoudre les problèmes que rencontre la civilisation occidentale. C'est dans un tel contexte qu'a été proposée l'initiative la ceinture et la route par le président Xi Jinping. Donc, plus précisément, en quoi consiste le rapport entre cette culture confucéenne et la fameuse l'initiative la ceinture et la route? Prenons un regard tout d'abord sur les grands problèmes qui préoccupent l'existence de l'être humain. Selon le confucianisme, il pourrait être regroupé en 3 catégories: le problème des relations entre l'homme et la nature, le problème des relations entre l'homme et l'homme, le problème des relations entre l'homme et lui-même, c'est-à-dire entre son corps physique et son cœur spirituel. Tout au contraire du dualisme descartien qui préconisait que le monde spirituel et le monde matériel sont 2 mondes séparés et indépendants l'un de l'autre, le confucianisme pensait que tout est uni. L'homme est né du ciel, donc c'est l'homme du ciel. Et le ciel fait naître l'homme, donc c'est le ciel de l'homme. Donc la pensée chinoise s'enracine dans un rapport de confiance foncière de l'homme à l'égard du monde dans lequel il vit. Le monde en tant qu'ordre organique ne se pense pas hors de l'homme, et l'homme qui y trouve naturellement sa place ne se pense pas hors du monde. Donc c'est ainsi que l'harmonie qui prévaut dans le cours naturel des choses est à maintenir dans l'existence et les relations humaines. L'union entre l'homme et la nature conscrit une interdépendance étroite qui ne permet pas à l'homme de faire quoi que ce soit pour nuire à l'environnement où il vit. Sinon, ce serait pour nuire à lui-même. Profondément conscients de ce fait, les Chinois se réservent beaucoup de respect et de révérence quand ils ont
affaire avec la nature. De ceux qui accusent les Chinois ont détruit la nature au cours des projets de l'initiative La ceinture et la route, négligent en fait le fait que dans un monde où la crise de l'environnement touche l'intérêt de l'existence de tout être humain, les Chinois se rangent parmi les gens les plus sensibles à ce problème et sont prêts à donner tous leurs efforts pour résoudre ce problème. Ce sens de responsabilité envers la nature se manifeste aussi dans les relations que l'homme tisse avec ses similaires, c'est-à-dire avec un autre homme ou d'autres hommes au pluriel qui forment une nation ou qui établissent un État. La grande idée de Confucius sur l'homme, c'est la notion de gène, le sens de l'humain ici. Le souci qu'ont les hommes, les uns pour les autres, du fait qu'ils vivent ensemble. Donc l'homme ne devient humain que dans sa relation à autrui. La pensée morale, dès lors, ne saurait porter une meilleure façon d'instaurer une relation désirable entre les individus. Cette façon consiste à considérer autrui tel que l'on se considère soi-même. Quand un disciple demande à Confucius ce qu'il faut faire, pour quitter l'action toute une vie durant, le maître lui répond: pratiquer le gène, vouloir établir les autres autant qu'on veut s'établir soi-même et souhaiter leur accomplissement autant qu'on souhaite le sien propre. Puisse en toi l'idée de ce que tu peux faire pour les autres, voilà, tu te mettras dans le sens du gène. Fondé sur l'idée de la réciprocité et de la solidarité, le potentiel du gène pourrait aller jusqu'à établir un réseau sans cesse croissant et toujours plus complexe des relations humaines. Le gène est au départ un sentiment de bienveillance et de confiance tel qu'il existe entre les membres d'une même famille et qui peut se propager de proche en proche si la communauté est élargie à l'échelle d'un pays, voire de l'humanité entière. Ainsi, confirmait le grand maître qu'entre les 4 mers, d'où les hommes sont frères. Bien sûr, les 4 mers ici n'est qu'une heureuse coïncidence avec les 4 océans dont on parle aujourd'hui, parce qu'en langue ancienne chinoise, les lettrés empruntent souvent ce terme 5 lacs et 4 mers pour désigner tout ce qui est sous le ciel. Ceci nous rappelle le principe de l'initiative La ceinture et la route, dite de concertation, synergie et partage. La concertation est de recueillir amplement les avis pour en tirer une conclusion juste, et la consultation implique des idées de bon sens. La synergie, c'est donner le meilleur à chaque individu en profitant de ses avantages. Le partage consiste à rendre les réalisations de la construction de plus en plus équitables en faveur de tous les peuples. Présidency a même établi une métaphore pour dire que la ceinture et la route sont 2 ailes de l'Asie-Porte. L'interconnexion est le sang et les méridiens des 2 ailes. L'interconnexion que l'on construit devrait être une trinité des infrastructures, des règles et des règlements, ainsi que des échanges du personnel. Il s'agit de la coordination des politiques, la connectivité des infrastructures, la fluidité des échanges commerciaux, la circulation des fonds et la communion d'esprit entre les peuples. Donc, vous voyez, la conception de la communauté du destin humain ne provient pas du vide, mais s'enracine profondément dans cette ancienne sagesse datée d'il y a plus de 2000 ans. Confucius fait encore, selon Confucius, la qualité de l'homme individuel est le point de départ pour réaliser la grande harmonie de l'univers. Il fait encore une métaphore entre l'homme de bien, qui est soucieux de l'ordre social, et la terre. D'après lui, un homme de bien doit avoir une morale vaste et solide, ressemblant à la terre. Cette dernière est capable de tout porter sur elle, malgré toutes les diversités physiques et morales. Si l'harmonie indique un état idéal où chacun prendrait sa place et maintiendrait un rapport agréable avec les autres, ce n'est pas parce que tout est le même, mais juste parce qu'on a laissé à côté les différences,
tout en découvrant la zone de convergence où l'intérêt général prévaut et permet une coexistence pacifique. Donc, lisons ce que disait le président Xi à propos de l'initiative La ceinture et la route. Des pays de différentes ethnies, croyances et cultures peuvent jouir ensemble de la paix et se développer en commun, à condition de rester attachés aux valeurs de la solidarité, de la confiance mutuelle, de l'égalité et avantages réciproques, de l'inclusion, de l'inspiration mutuelle et de la coopération gagnant-gagnant. Et encore, la Chine n'est pas le seul acteur de l'initiative La ceinture et la route, et toutes les parties sont les bienvenues à y participer. Il ne s'agit pas de rechercher une sphère d'influence, mais de soutenir le développement commun. Il s'agit de construire un espace à partager avec tous les pays participants au lieu de défendre son seul prix carré. Oui. Ces paroles ne sont pas de belles paroles en air, mais profondément nourries par la pensée chinoise traditionnelle dont la valeur a vécu des milliers d'années d'épreuves pour se montrer encore plus vigoureux que jamais dans le monde d'aujourd'hui. La quintessence du confucianisme est d'une richesse spirituelle intarissable tout au long du développement de l'histoire chinoise. Si l'ancienne route de la soie a pu faire rayonner l'empire du milieu sur la scène mondiale à l'époque, c'est parce qu'elle a non seulement réalisé le commerce des marchandises tangibles, mais a surtout fait circuler un esprit de culture tout au long de la ligne. C'est un esprit qui aspire à l'harmonie entre l'homme et le monde, à l'amour universel et la prospérité commune sous l'auspice de l'union de la connaissance du gène et de l'action équitable chez l'être humain. C'est aussi un esprit qui va à la rencontre de l'aspiration générale de tous les peuples du monde qui aiment la paix. Disons, l'initiative La ceinture et la route est en fait pleinement imprégnée par cet esprit confucéen et constitue une réelle renaissance de l'ancienne route de la soie. Au lieu de devenir une croisade de conquête territoriale, la route de la soie d'il y a plus de 2000 ans a été pratiquement une traversée de paix chargée d'une mission des échanges amicaux entre la Chine et les pays d'Asie centrale. L'intervalle de plus de 2000 ans n'a pas relâché ce lien d'amitié, mais a versé encore plus d'énergie pour consolider et élargir le cercle d'amis de la Chine tout au long de la route. Ici, j'aimerais bien insister sur le fait que la Chine a jadis subi une grande souffrance d'être demi-colonisée, si on pourrait le dire, tout au début, à la fin du XXe siècle et au début du XXe. À partir de l'esprit de ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, le peuple chinois d'aujourd'hui n'aura jamais dans l'avenir de faire subir une souffrance similaire à tout autre peuple du monde. Et au cours de ces 6 dernières années, depuis la mise en marche de l'initiative La ceinture et la route, déjà 126 pays et 29 organisations, c'est un chiffre que j'ai trouvé tout récemment sur l'Internet, mais il serait possible d'avoir des changements. Mais à peu près plus d'une centaine de pays et organisations internationales qui se trouvent respectivement en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie et en Amérique latine. Donc, ils ont signé le document de coopération avec la partie chinoise. Un avenir de vitalité et de prospérité pour la nouvelle route de la soie commence déjà à se dessiner. Par contre, si une stratégie qui a pour but de contrer une autre dans un esprit belliqueux
ne tracerait jamais une voie de développement durable, parce qu'elle n'arrive pas à réunir toutes les forces nécessaires autour d'elle. Oui, je vais bientôt finir, mais je ne trouve pas mon film. Bon, le maître, le grand maître, met aussi l'accent sur le fait que la qualité de l'homme individuel est le point de départ pour réaliser la grande harmonie de l'univers. L'harmonie comme notion essentielle confucianiste est fondamentalement garantie par la relation de confiance que l'homme établit avec ce qui l'entoure. Le caractère chinois, qui signifie la confiance, se prononce comme xin, dont la graphie est composée de deux parties. La partie gauche est un homme, cette partie-là, et la partie droite est la parole. Donc c'est une graphie qui évoque l'homme tout entier dans sa parole, l'adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette intégrité qui rend un homme digne de confiance est elle-même la condition de son intégration dans le corps social. Un homme, tout comme un État qui ne tient pas sa parole et qui ne fait pas ce qu'il dit, qui d'une part se retire des engagements bénéfiques aux autres et d'autre part appelle les autres à participer aux engagements qui lui sont favorables, ne gagnera pas la confiance des autres et n'accomplira pas et jamais des exploits destinés au bien-être de l'univers. Madame, si donc, oui. Je pense que là, ce serait une belle manière de lancer la discussion et même, si je peux me permettre, en tant que président de séance, de faire un peu à la manière de Confucius, en faisant l'adéquation entre ce que je dis et ce que je fais. Et si je peux vous inviter donc à conclure en une phrase ou même laisser la phrase telle qu'elle pour lancer la discussion après, parce qu'on va être obligé de quitter la salle dans une vingtaine de minutes et je voudrais permettre aux intervenants précédents aussi de répondre aux questions. Je crois pour ma part que la dernière intervention qu'on vient d'entendre relie à travers les espaces mer et marine et terrestre le grand espace du temps de 2000 ans et donc on est entre Confucius et la route de la soie et j'aimerais faire appel aux intervenants précédents aussi pour venir retrouver le podium pour répondre à des questions.